Imotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue en 2025. L'heure pour nous de revenir sur cette charmante année 2024, pleine de rebondissements, de succès, des échecs, des chefs-d'œuvre, des purgeasses, mais quel sera le programme? Alors aujourd'hui, on va chercher un peu de bonheur dans ce monde de merde qui mérite de cramer. Aujourd'hui, on s'attaque aux meilleurs films sortis en 2024 que j'ai pu voir cette année. Au total, sur 154 films sortis en 2024 que j'ai vus, nous allons donc parler des 77 meilleurs films allant de 6 à 10 sur 10 sur mes notes Sens Critique. Donc sachez déjà que même à la 77e place, c'est déjà un film que j'aime pas mal. En vrai, ce qui est à la fois un peu cool et un peu chiant dans un sens, c'est que j'ai vu beaucoup trop de bons films et que j'ai refusé d'en voir de très mauvais, ce qui fait qu'il y a quand même des bons films dans la vidéo des flops qui sortira demain. Comme les précédentes années, on va fonctionner avec 3 catégories. Premièrement, les films de la moyenne, du top 77 au top 20 inclus, qui sont des bons films mais qui ont malheureusement quelques défauts, je ne ferai que citer les films les uns après les autres dans l'ordre. Deuxièmement, les mentions honorables du top 19 au top 11 inclus, les très bons films auxquels il manque un petit quelque chose pour être grandiose, je vais donner une petite critique en quelques phrases de chaque film. Et enfin, troisièmement, le top 10, les 10 meilleurs films de l'année 2024. Et avant de commencer le classement, un petit rappel pour tout le monde, ce top film est personnel, il correspond à ma vision du cinéma, à mes goûts. Le cinéma c'est quelque chose de subjectif, on le rappellera jamais assez, donc ce n'est pas grave, si ça ne reflète pas votre appréciation, je ne juge pas, chacun son avis, et d'ailleurs vous pouvez indiquer votre propre top 10 dans les commentaires pour qu'on puisse comparer et se conseiller des films. Allez c'est parti, let's go, top départ pour découvrir le top film 2024, générique. And shatter. Et c'est parti pour les 77 meilleurs films de l'année 2024. Top 77, Le Fil, Heureux Gagnant, Immaculé, Vaiana 2, Wicked Partie 1, Les Femmes au Balcon, Godzilla X Kong Le Nouvel Empire, Abigail, Une Affaire de Principe, Le Successeur, Alien Romulus, La Vie de ma mère, Mufasa le Roi Lion, Rebel Ridge, Trap, To the Moon, Un Petit Truc en Plus, Sonic 3 le film, Sleep, Vice Versa 2, Hitman, Ni chaîne ni maître, Blink Twice, La Salle des Profs, Pas de Vague, La Promesse Verte, Motherland, The Apprentice, Pauvre Créature, Emilia Perez, Trois Amis, Priscilla, City of Darkness, Blue et compagnie, Dali, Late Night with the Devil, Deadpool and Wolverine, Le Royaume des Abysses, Twisters, Love Lies Bleeding, La Nuit se traîne, The Bike Riders, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, The Fall Guy, Nous les Leroy, La Zone d'Intérêt, 20 Dieux, Hérétique, Juré numéro 2, Civil War, La Bête, The Substance, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, Transformers le commencement, Gladiator 2, La plus précieuse des marchandises, Les Graines du Figuier Sauvage et Top 20, Le Cercle des Neiges. Alors oui, je sais, me tapez pas, oui, je sais, Deadpool and Wolverine et le film de Florent Bernard sont meilleurs que Emilia Perez, Vice Versa 2 et City of Darkness. Voilà, je suis bien content de ne pas devoir expliquer pourquoi. Si vous voulez une critique, allez dans mes stories à la une sur Instagram, ou si vous êtes juste intéressé par les notes, eh bien allez voir mes comptes Sens Critique et Letterboxd. Direction les mentions honorables maintenant, avec en quelques phrases, une explication de pourquoi ils sont à telle place et qu'est-ce qui font d'eux de très bons films, mais avec des défauts qui les font frôler le top 10. Et on commence avec le top 19, La Malédiction l'origine, grosse surprise horrifique où l'ambiance prévaut sur les jumpscares avec de nombreuses idées de réalisation, je déconne pas, et la superbe performance de l'actrice principale, et franchement j'étais vraiment sur le cul pendant le climax. Top 18, Les Chambres Rouges, un film avec une tension de fou furieux qui m'a prouvé que refuser de montrer la violence de manière frontale, c'était participer à me faire avouer à moi-même que mon imagination était juste terrifiante, voilà. Il y avait un peu de mollesse dans les scènes où le personnage principal discute avec celle qui dort dans la rue, ça me sortait un peu de toute cette atmosphère tendue pendant le procès et les recherches du protagoniste chez elle. Top 17, Lee Miller, point négatif, c'est un film très académique et qui ne parle pas de toutes les actions féministes de Lee Miller. Par contre, point positif qui fait que je l'ai énormément apprécié, il m'a appris énormément de choses sur une femme que je ne connaissais même pas encore l'année dernière, avec une Kate Winslet flamboyante, un film qui m'a donné envie de découvrir son travail, et j'ai été captivé par le récit de sa vie et vraiment la dernière demi-heure
est vraiment poignante, c'est vraiment un des seuls films où j'ai vraiment craqué et fondu en larmes pendant toute la durée du générique. Top 16, L'amour ouf, voilà, Gilles Lelouch qui en met plein la vue avec ses effets de mise en scène, parfois trop abondants, au cœur d'une romance adolescente portée par de brillants comédiens, même si mon perso préféré c'est quand même Alain Chabat, voilà, parce que c'est Alain Chabat. C'est ultra naïf mais ultra sincère, je trouve que la photo et les couleurs sont complètement dingues, il y a une caméra mobile qui fait très plaisir, non franchement L'amour ouf c'est vraiment à rattraper. Top 15, Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, une animation sous Blender qui peut faire bizarre au premier abord mais qui se révèle incroyablement belle, vraiment la scène de l'oiseau au sommet de la montagne, vraiment dans le top des meilleures scènes de l'année, je déconne pas. Merci pour les pleurs et les rires dans un film sans dialogue mais qui raconte tout par l'image et qui arrive à magnifier ses paysages, franchement c'est très beau et voilà, franchement c'est très joli, c'est très mignon, c'est très génial. Top 14, Jolie Jolie, voilà, une comédie musicale française sortie le dernier mercredi du mois de décembre avant de conclure les top et flop et c'est dans le top 15 de fin d'année. Donc même si les décors et certains dialogues ne semblent pas très enchanteurs, j'ai vraiment été emporté par cette histoire d'amour vibrante, par de très belles lumières colorées et ces quelques chansons dont la mélodie me sont restées en tête. Gros coup de cœur pour la chanson Jolie Jolie, la chanson de Thomas VDB est aussi très drôle et il y a aussi la chanson triste de José Garcia et la chanson de Grégoire Ludig que je retiens. Non franchement c'était super, peut-être trop simple et théâtral mais c'est une belle comédie musicale romantique de Noël. Top 13, Monsieur Aznavour. Bon, je sais qu'il a fait pas mal débattre, je sais que c'est très académique, assez linéaire et que certains moments de sa vie ont été raccourcis, d'autres occultés ou d'autres sont surprésents, mais ça reste personnellement un excellent biopic qui m'a scotché sur le fauteuil. J'ai été impressionné par le travail de la mise en scène et par le talent des comédiens à l'image. Et contrairement à ce que beaucoup ont dit, moi j'ai pas l'impression que ce soit un film playlist avec les chansons qui passent comme ça sans avoir de sens. Au contraire, j'ai trouvé que leur utilisation dans les scènes était justifiée et compréhensible, ça servait l'histoire et voilà quoi, je continuerai à le défendre très fort ce film. Top 12, Les Reines du Drame. Alors franchement c'était très peu distribué, mais c'est une comédie romantique musicale queer ultra généreuse. Certaines critiques ont parlé du film comme étant un film hyper pop, alors c'est peut-être un peu trop chaotique, mais ça transpire le charme des années 2000 avec cette BO absolument folle, putain. J'écoute en boucle Patouche, D'années d'amour fisté jusqu'au cœur, plein d'autres musiques, voilà, déjà vu 2 fois et c'est trop bien. Je vous encourage à voir Les Reines du Drame si vous le voyez débarquer en VOD dans les prochains mois. Et top 11, Nosferatu, un fidèle hommage à l'expressionnisme allemand et au film original de 1922 de Murnau que j'ai aussi découvert cette année. Et bien c'est encore une nouvelle belle réussite de Robert Eggers que j'adore de tout mon cœur. Voilà, une fin d'année avec un conte horlock plus terrifiant et hypnotisant, avec une esthétique très léchée, ces couleurs qui flirtent avec le noir et blanc, c'est vraiment très beau, un rythme soutenu et un meilleur développement de ses personnages. C'est un film qui s'impose à la fois pour dépoussiérer et pour sublimer un classique de l'horreur. Alors par contre, un truc que je ne peux pas, et qui est peut-être la raison de sa présence en dehors du top de l'année, la moustache de Orlok. Je peux pas, non sérieux, c'est pas un vampire, c'est un plombier ça. Bon bah voilà, vous avez compris, hein, le classement a été encore plus difficile à faire que l'année dernière, dans tous ces très bons films, et vas-y que ce film-là grandit dans mon esprit, et vas-y que celui-ci baisse dans mon estime parce que je m'en souviens plus trop. Très compliqué d'avoir un avis personnel, surtout pour le top 10 qui n'a pas arrêté de changer mais qui contient des films absolument fantastiques. Oui, nous y est, la partie la plus attendue et la plus importante de la vidéo, le top 10 des films de 2024. Et commençons avec le 10e meilleur film de l'année, et c'est parti! En 10e position, Conclave. There would be no mystery. And therefore no need for faith. Alors, nouveau film du réalisateur de À l'Ouest Rien de Nouveau, qui était un très bon film de guerre du point de vue des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Il avait reçu pas mal d'Oscars et aujourd'hui il s'attaque à l'élection d'un nouveau pape au Vatican, et ça va bien sûr avec son lot de rebondissements puisqu'on va suivre Ralph Fiennes organiser ce conclave. Et que dire sur ce film, à part que c'est une vraie belle réussite, franchement je l'ai déjà vu 2 fois, et la seule chose que j'aurais à redire dessus c'est qu'au deuxième visionnage, j'ai senti le temps passer un peu plus lentement, c'était un peu long, mais ça reste un excellent film. Ralph Fiennes mériterait un Oscar pour sa performance, voilà, et puis les autres acteurs qui l'accompagnent ne sont pas en reste, je pense notamment à John Lithgow. Et bien sûr, étant un thriller, on a notre lot de rebondissements au fur et à mesure de l'enquête de Ralph Fiennes, on a une critique politique et un discours sur la religion assez actuel je trouve, tout ce qui concerne les questions de scandale sexuel, de liberté pour les LGBT, le latin de moins en moins utilisé au sein de l'institution, même au Vatican, d'avoir des conservateurs et des progressistes parmi eux, et du fait d'avoir la foi envers Dieu, mais de ne plus l'avoir envers l'église, une institution plutôt corrompue, bah ça c'est pas mal de thématiques citées et exploitées, ça brasse large, et on arrive à tout comprendre, voilà, chacun des points de vue, un film qui s'inscrit parfaitement dans son époque, et on le voit surtout dans le final, que, bah, j'imagine, a étonné tout le monde, et dans le bon sens du terme, voilà, j'ai vraiment
aimé le final. Voilà, je suis un partisan de la réussite de ce film et je trouve que le final a été réussi aussi. Et oui, dernier point à relever, certainement le truc le plus réussi de Conclave, c'est sa photographie. Voilà, je trouve que les décors sont bien utilisés pour réaliser une belle palette de couleurs oscillant entre le rouge et le blanc, allant aussi avec les costumes des cardinaux. Voilà, il y a certainement là-dedans parmi les plus beaux plans de l'année. Et bref, c'est un film maîtrisé et passionnant. Une superbe surprise de fin d'année que je vous conseille. Allez, allons-y pour la 9ème place. En 9ème position, Iron Claw. Vu en tout début d'année, et il a pas tellement bougé de place parce que j'ai tellement été conquis dès le premier visionnage. Je vais pas en parler longtemps parce qu'il faudrait que je le revoie, mais juste, c'était excellent. Je ne pensais pas qu'il était possible que Zac Efron m'émeut. Vraiment, les scènes finales, c'était du pain béni. J'ai pas envie de spoiler, mais la dernière scène de Jeremy Allen White, j'en ai pleuré, et bien sûr, les larmes sont sorties lors de la scène finale. Zac Efron mérite franchement le visionnage pour son énorme interprétation. Et sinon, oui, sur la forme, j'ai bien aimé toute l'esthétique un peu vieillotte du film, les décors, les combats, le travail de la caméra et les différents moments que l'on passe avec chaque frère, tous très bien développés et soumis différemment à la volonté de leur père. Un des meilleurs antagonistes de 2024 si vous voulez mon avis. Je parlais de Zac Efron, mais tout le monde joue fantastiquement bien, hein. La mère, mais la pauvre quoi. Et là on va rentrer dans le fond avec cette tragédie familiale qui est le reflet de cette masculinité destructrice qui emporte toute la famille au profit de cette carrière sportive au détriment de la santé des frères. Et oui, moi qui ne suis pas un consommateur de sport comme le catch, la lutte, la boxe, eh bien j'ai été quand même accroché à cette histoire. Franchement, il fallait dire que la mise en scène et le talent des acteurs, des actrices brillaient à ce point. Voilà, j'ai été facilement emporté et pour ça que ce film est resté dans le top 10 de l'année depuis février. Voilà, je vous conseille vraiment Iron Claw. Et nous, on va passer à la 8ème place. C'est parti. En 8ème position, River Boom. Si un jour j'ai des enfants, j'aimerais bien leur raconter cette histoire, celle d'un pays merveilleux qui rêve de sortir d'un long cauchemar. Alors depuis que je fais les top flop films, c'est vraiment la première fois que je mets un documentaire dans le top 10 de l'année, c'est-à-dire à quel point j'aime ce film profondément. Voilà, River Boom, ça parle d'un jeune journaliste qui va suivre 2 reporters en Afghanistan, 1 an après les attentats du 11 septembre 2001. Et ça va être un périple à travers tout le pays en guerre et c'est ultra prenant. Voilà, déjà juste un truc, j'ai plus appris de choses sur le conflit en Afghanistan dans ce film qu'en 3 années de cours d'histoire au lycée, plus mes 4 années de cours d'histoire au collège. Vraiment une incroyable surprise parce que je ne m'attendais pas à rentrer dans cette aventure qui m'a fait rire, vraiment bien rire, et un peu pleurer aussi c'est vrai. Je me suis questionné sur pas mal de trucs, comme je l'ai dit, j'ai aussi appris des choses, comme par exemple mieux comprendre comment le pays a sombré face aux talibans, et même si ça pêche cinématographiquement parce que c'est un docu filmé par un jeune journaliste amateur avec un vieil appareil photo d'il y a plus de 20 ans, et bien le film va parfois avoir quelques élans de mise en scène, comme par exemple au niveau du fleuve là qu'ils ont du mal à traverser, et le narrateur, le journaliste, il se rappelle de souvenirs, de traumas de son enfance, de ses parents qui lui ont enseigné quelques belles paroles. À ce moment-là, eh bien c'est assez poétique, on bascule presque dans un petit conte, une petite histoire dans l'histoire, et c'était vraiment très cool à suivre, voilà. Tout ce voyage en Afghanistan, de la vraie vie véritable, va servir l'histoire du docu pour notre narrateur, puisque c'est un voyage symbolique du processus du deuil de ses parents. C'est vraiment le road trip d'un trio qui va exister et se reconstruire au travers de ce voyage, de cette aventure tout simplement humaine, parce que sur leur passage, ils vont aussi rencontrer des gens que l'on va apprendre à connaître au travers de certaines interviews pour savoir ce qui leur est arrivé. J'ai pas trop envie d'en dire plus, mais je vous conseille fortement de le rattraper, même si vous n'êtes pas très documentaire. Franchement, foncez dessus, c'est une petite pépite. On file maintenant vers la 7ème place. En 7ème position, Anora. Beaucoup n'ont pas aimé ce film et ont dit que sa palme d'or au Festival de Cannes n'était pas méritée. Eh bien sachez que je suis là pour leur faire du tort parce que oui, Anora mérite grandement sa palme parce que putain de bordel de merde, qu'est-ce que c'est foutrement bien. Ça commence d'abord par la mise en scène d'une Amérique assez oubliée et atypique avec l'histoire de cette escort girl qui va devenir bien plus tout du long du film, car l'écriture de ce personnage féminin est vraiment remarquable, aucune scène ni aucun plan ne vient la rabaisser, voilà, merci Sean Baker. Et en fait ça commence comme un conte un peu survolté et ultra exaltant, et à un moment,
ça se transforme en une comédie incroyablement hilarante et vraiment chaotique. Je vous jure que dans ce film, il y a parmi mes plus gros fous rires de l'année. Alors oui, ça fait rigoler, mais attention parce qu'il ne délaisse absolument pas le côté dramatique de son récit qui vient nous offrir son lot de scènes déchirantes. Vraiment, toute la dernière demi-heure, c'est assez dur pour le personnage principal d'Anora. Et vraiment, c'est une héroïne touchante. Mickey Madison est juste phénoménale dans ce film. Et c'est vraiment exceptionnel, Anora. Et quand vous l'aurez vu, eh bien peut-être qu'on sera dans la même team à dire « Va te faire foutre, Ivan !» Et Igor, t'es juste le best, voilà, reste toi-même. Et voilà, j'ai parlé que du récit et des personnages, mais je pourrais tellement parler de la mise en scène énergique du film et de cette photo. Il y a des plans, mais ultra beaux à retenir dans Anora. Et j'ai vraiment ultra kiffé ma séance. Là, rien que d'en parler, j'ai vraiment envie de le revoir. Allez, la suite, c'est parti. En 6ème position, Godzilla Minus One. Alors, théoriquement, c'est un film de 2023. Le problème, c'est qu'il n'est sorti que dans quelques salles pour une seule journée en 2023, alors qu'en 2024, il a été beaucoup plus distribué et pendant un temps beaucoup plus long, ce qui fait que j'ai eu le temps d'aller le voir. Et conclusion, c'est un des meilleurs films de l'année 2024, voilà. Et d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai découvert Shin Godzilla et j'avais pas été très convaincu, même si ça reste un bon film. Les trailers de Minus One, par contre, eux m'intéressaient beaucoup. Je suis allé voir le film, je me suis installé sur mon siège, la séance commence, et là, je prends une énorme claque dans la gueule dès les premières minutes. Voilà, vraiment le début du film m'a scotché au siège et j'en suis pas sorti avant la fin. Si vous avez besoin d'un film spectaculaire avec des kaiju, soit vous avez Pacific Rim, soit vous avez The Suicide Squad, mais je vous conseille aussi Godzilla Minus One, voilà, c'est ultra cool, et pas seulement comme un film d'action et de monstres épiques, voilà, il y a aussi les personnages humains, qui contrairement au Monsterverse de Warner, ici sont vraiment bien développés, ont de la profondeur, des traumas, une belle caractérisation et surtout des scènes touchantes. Je me souviens surtout d'une scène où Godzilla arrive et vient tout défoncer dans une ville, on a l'épique et le suspense, la tension qui grandit par le travail de la mise en scène sur les plaques dorsales de Godzilla qui s'illuminent petit à petit, et puis là, boum, le souffle nucléaire de Godzilla qui est complètement destructeur avec des plans mais vraiment beaux au passage, et ça amène à des scènes qui peuvent me faire tirer les larmes, et j'ai tiré les larmes. Et évidemment la reprise du thème emblématique du lézard ne rend pas indifférent, surtout parce que les images vont très bien avec la musique et ça les rend encore une fois très épiques. Non, j'ai vraiment kiffé de bout en bout parce que autant le discours que la technique, c'est juste immense. C'est vraiment incroyable Godzilla Minus One, voilà. Et par petite précision, j'ai vu le film en version couleur, pas celle en noir et blanc, mais les deux versions je vous conseille, voilà, regardez Godzilla Minus One. Allez, on est à la moitié, film suivant. En 5ème position, Furiosa, une saga Mad Max. Pour découvrir ce film, j'ai d'abord découvert tous les premiers films Mad Max, et c'est pas ma cam. Voilà, je suis désolé, j'ai pas aimé le premier film et le troisième, j'ai bien aimé le 2, mais tout est en dessous de Furiosa, qui est en dessous de Fury Road, voilà. Déjà, on peut commencer par saluer l'excellente interprétation de Anya Taylor-Joy, voilà, que je continue d'aimer d'amour, et elle est splendide dans ce film. C'est peut-être pas le même genre de charisme que Charlize Theron, mais elle arrive à t'emporter dans son aventure et sa quête vengeresse. Et concernant l'antagoniste, j'avais peur que le Dementus de Chris Hemsworth soit pas génial, surtout qu'il passait après Immortan Joe. Mais bon, ben voilà, Chris Hemsworth, il a réussi, il a abordé son méchant, je dirais pas de manière gaguesque, mais de manière un peu folle, une folie qui a bien entendu l'ADN de la saga Mad Max, et dans sa folie, il y a 3 ou 4 moments où il devient vraiment terrifiant et dangereux. Je pense à cette scène où il crucifie un personnage proche de Furiosa, je dirais pas qui, et il y a aussi cette scène où Furiosa a le bras agrippé à un véhicule, et elle doit assister à son mec qui se fait traîner par la moto de Dementus jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est pas mal, et la mise en scène dans cette scène est superbe, d'ailleurs, de toute façon, la mise en scène est juste incroyable dans tout le film, on peut remercier George Miller pour ça, voilà, merci George. Les scènes d'action peut-être moins impactantes que dans Fury Road, mais ça reste de très bons moments d'action, voilà. Il y a pas mal d'effets de mise en scène, et sur certaines, il laisse la caméra filmer sans cut l'action qui se déroule, et ça fait plaisir aux yeux, voilà. Je pense notamment à la scène de poursuite où il y a un des patrons qui s'envole avec son petit engin et vole au-dessus du trafic. Pour certains, quelques fonds verts ultra visibles vont poser problème, mais étant donné que le récit de l'histoire s'approche quand même d'un conte, et bien moi je me suis dit que ça collait quand même avec cette esthétique, voilà, que c'était l'ambiance d'un conte assez étrange, pas hyper réaliste, et c'est ce que j'ai aimé dans Furiosa, voilà, l'approche du film comme un conte, une histoire sur une jeune fille qui va prendre sa revanche et qui deviendra une guerrière pour rentrer chez elle comme elle l'avait promis à sa mère. Et bien sachez que malgré tout ce que j'ai dit, c'est un tout petit peu long, il y a certains plans qui me filent un peu la gerbe, mais vraiment je me suis toujours pas remis de cette scène où il y a
le gamin qui sort la tête de la remorque, et le fond il est moche, putain, la vache, et bah juste je préfère encore Fury Road à Furiosa, voilà. Allez, on passe au numéro 4, quel est le film qui a lopé le coche aux portes du podium, qui remportera la médaille de chocolat des meilleurs films de 2024? Réponse tout de suite. En 4ème position, Le Robot Sauvage. Je suis un robot sauvage. DreamWorks nous régale, voilà, beaucoup plus que Disney ces dernières années. Voilà, je sais pas pour vous, mais chez Disney, ils nous ont sorti Encanto, Avalonia, Wish, Vaiana 2 et DreamWorks, eux, ils ont sorti Les Bad Guys, Le Chapeauté 2 et cette année Le Robot Sauvage. DreamWorks est sur une lancée de fou furieux. Aujourd'hui, avec James Gunn à la barre, j'ai beaucoup plus confiance au futur de DC que plutôt celui de Marvel, et aujourd'hui, j'ai plus confiance à DreamWorks qu'à Disney pour nous offrir des bons films dignes de Pixar. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, alors je vais pas en rajouter, mais je trouve que c'est tout simplement merveilleux. Voilà, c'est d'une poésie folle, l'animation est juste magnifique, c'est vraiment bluffant ce qu'ils ont fait, et j'adore juste tout bonnement l'animation, je la trouve parfaitement parfaite, et c'est une masterclass, pas seulement pour ça bien sûr, c'est l'histoire qui est vraiment incroyablement touchante par moments, et qui m'a fait verser une larme, c'est la musique de Chris Bowers qui reste en tête, c'est l'humour noir dans certaines scènes, voilà, je pense à la mère des opossums qui en a rien à foutre que l'un de ses petits crèves en arrière-plan, ça c'est très drôle. Et concernant le fond, au-delà de ces thématiques liées au respect de la nature, de la vie sauvage, et au parallèle qui est fait avec la colonisation de certaines terres sauvages naturelles par l'homme, eh bien il y a toutes les réflexions humaines qui entourent le personnage de Rose qui, en découvrant ce que la nature a à lui offrir et en élevant un petit canard au passage, elle va de plus en plus se questionner sur elle-même, sur sa personnalité, sur sa liberté, sur ses règles qui lui sont programmées et dont elle va s'affranchir pour devenir meilleure, voilà, pour devenir plus qu'un simple robot. Et voilà, Le Robot Sauvage, c'est juste excellent, je suis ultra ravi d'avoir été hypé par ce projet dès le départ et jusqu'à la fin du film dans la salle de cinéma. Voilà. Voyez Le Robot Sauvage, meilleur film d'animation de 2024. Allez, c'est parti pour le podium, le fameux top 3 qui a remporté la médaille de bronze du meilleur film de 2024. En 3ème position, Le Comte de Monte Cristo. Si je renonce à me faire justice. Après le meilleur film d'animation de 2024, je vous propose le meilleur film français de 2024. Voilà, je sais pas par quoi commencer, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu aussi, et moi je l'ai vu 3 fois au cinéma, d'accord? Je commence par quoi? En termes de réalisation, je trouve que Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte ont réussi là où les Trois Mousquetaires échouaient avec Martin Bourboulon, voilà. Il y a vraiment un joli travail de mise en scène qui va de pair avec une meilleure gestion de la caméra, de différents types de plans pour avoir de multiples cadrages, ainsi qu'un meilleur étalonnage. Hein, oui, il y avait de meilleures couleurs, un meilleur contraste, bien plus marqué quoi, tu vois, et permettant de faire ressortir le gros travail au niveau de la direction artistique. Je trouve qu'il y a les costumes et les décors qui sont vraiment somptueux, beaucoup plus que les Trois Mousquetaires. Ils ont mis le paquet grâce au budget et ça se sent, on est vraiment transporté au début des années 1800. Et là où l'acting pêchait aussi un peu dans les Trois Mousquetaires, ici Pierre Ninet est vraiment brillant dans ses traits d'Edmond Dantès aka le Comte de Monte Cristo, et pas seulement sur ça aussi, sur ses multiples changements de voix et d'accent pour jouer différents rôles. Et voilà, je trouve que Anaïs de Moustier a une certaine douceur et tendresse qui contraste aussi avec la tristesse de son personnage qui est plutôt bien retranscrite. Côté méchant, je demande à ce que Laurent Lafitte en joue beaucoup plus, voilà. Il était déjà surprenant en tant que méchant dans Au revoir là-haut, et là il est encore remarquable. Surtout bien épaulé par Bastien Bouillon qui est encore ultra bon après l'avoir découvert dans son superbe rôle dans le film La Nuit du 12, voilà. Je l'aime énormément cet acteur. Je suis un peu moins attaché aux jeunes personnages que rencontre Edmond au fil du temps, mais ils ont leur moment dans le film et c'est bien appréciable. Et je terminerai par quelque chose qui ne m'a pas toujours quitté depuis ma séance ciné, la musique de Jérôme Robotier, notamment le thème du trésor et celui qui arrive au moment du générique de fin. Voilà, je me les écoute en boucle vraiment sur Spotify, j'aime vraiment beaucoup la BO. Et bref, Le Comte de Monte Cristo s'impose comme un de mes films français préférés ever. Je suis sincère, et j'ai très hâte de me le revisionner. Allez, next, le top 2 qui a remporté la médaille d'argent du meilleur film de 2024. Youpi, on s'approche de la fin. En 2ème position, Dune partie 2.
Il était évident qu'il serait dans mon top de l'année, voilà, il l'est déjà dans beaucoup de chez mes confrères et consoeurs du YouTube ciné français, voilà. Dune partie 1 était top 3 de mes films de l'année 2021 et aujourd'hui je suis très fier de mettre la partie 2 encore un cran au-dessus parce que oui, Dune 2 est meilleur que Dune 1 et que j'ai revu un tout petit peu à la baisse parce que oui, c'est vrai que c'est sacrément long passer le spectacle. Et Dune 2, même s'il y a toujours une certaine longueur qui l'empêche d'atteindre le top 1, eh bien tout est mieux dans cette suite, voilà, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond que son prédécesseur, beaucoup moins poseur mais beaucoup plus beau, que ce soit visuellement au travers de la photo de Greyfriars à couper le souffle, au travers de la musique de Hans Zimmer qui, même en recyclant quelques thèmes du premier film, eh bien arrive à livrer une belle partition pour ce second opus comme le thème Harry Revolve, Kiss the Ring ou encore A Time of Quiet Between the Storms, ou encore au travers de ses effets spéciaux toujours aussi réussis. D'une partie 2, c'est Denis Villeneuve qui se lâche dans sa mise en scène et qui nous livre une réalisation pratiquement parfaite, nous dressant le récit d'un prophète qui va s'élever et parler de nombreuses thématiques telles la manipulation idéologique et religieuse pour livrer une guerre au nom d'une idée ou d'un idéal, le tout servi par de brillants acteurs, voilà, car si beaucoup n'arrivaient pas à briller dans le premier film, eh bien le second arrive à tous très bien les servir, comme par exemple Timothée Chalamet, qui nous offre une des plus belles performances d'acting de cette année, je pense. Et même si j'aime beaucoup ce que fait Zendaya et Rebecca Ferguson, je ne peux pas non plus ne pas parler de la belle prestation de Austin Butler, voilà, le Elvis Harkonnen, et voilà, c'est vraiment le poulet, voilà, tout simplement du poulet, vraiment un des meilleurs films de SF de ces dernières années, comme l'était aussi le premier Dune de Denis Villeneuve de 2021, voilà. Et ben voilà, maintenant on va attendre avec impatience Dune 3 Messiah, hein, voilà, 2026 je crois. Allez, youhou, c'est bon, on se replace, let's go, enfin le top 1 qui a remporté la médaille d'or du meilleur film de 2024, c'est parti. En première position, Challengers. Dans mes souvenirs, j'ai mis longtemps avant de regarder le trailer, puis je l'ai vu et c'est devenu une de mes plus grosses attentes de l'année et voilà le résultat. Voilà, je l'ai vu 3 fois au cinéma et je vais le revoir encore et encore parce que je m'en lasse pas du tout. Alors oui, il faut forcément parler de la scène finale et du banger que c'est niveau montage, mais je pense qu'il faut donner cette qualité à l'entièreté du film parce que même avec des allers-retours à différents moments de la timeline des personnages, je trouve que cette non-linéarité dans le récit est assez compréhensible et ces allers-retours dans le temps se répondent les uns aux autres. Voilà, symboliquement, ça se répond comme un match de tennis, donc le montage a du sens. Dans le fond, autant que dans la forme, et voilà, c'était vraiment ultra plaisant à suivre. Et j'ai pour habitude de dire que je n'aime pas les films qui essayent de nous faire suivre des connards tout le film et qui essayent de nous faire apprécier ces connards. Eh bien je me suis trompé avec Challengers, parce que oui, les 3 personnages interprétés par Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist ont tous leur moment connard, plus que d'autres d'ailleurs, mais voilà, j'ai été totalement obnubilé par le talent de ce trio d'acteurs, juste brillant en fait, voilà. Et je vais revenir rapidos sur le montage, parce que en plus de la construction du film, la réalisation nous offre de très belles idées de mise en scène, vraiment absolument folles, et ce pendant tout le film, je déconne pas. Il y a des idées de plans pour suggérer telle ou telle chose, c'est vraiment bien pensé, et voilà, Luca Guadagnino, il installe une tension qui va monter crescendo et qui va exploser dans le final avec cette balle placée sur la raquette du tennis, voilà. Mais moi, j'étais comme dans un supporter dans un match de foot, je ne tenais plus en place, je devenais fou jusqu'à cette fin un peu ouverte mais qui a vraiment du sens. Elle n'est pas là pour frustrer le spectateur, elle est là pour raconter quelque chose que je ne vous dirai pas pour ne pas spoiler, désolé. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, il y a pas mal de choses à dire, je terminerai juste sur la BO de Trent Reznor. Voilà, j'aime bien la musique, yeah, avec la première apparition de Zendaya, et même si c'est une vraie connasse tout le film, bah voilà, je suis en crush sur elle, voilà. Et forcément, je pense que toute personne qui a aimé ce film a rajouté dans sa playlist Spotify le morceau Challengers Match Point, qui et juste le morceau final en fait, et c'est là où la tension est à son sommet et j'ai adoré, voilà. Je pense que ça rentre facile dans un top 100 de mes films préférés ever. Et maintenant, je n'attends plus que de découvrir son nouveau film là, à Luca Guadagnino, Queer, avec Daniel Craig en 2025. Voilà, j'ai hâte. Et j'adore Challengers, voyez Challengers. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Top Film 2024 et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon classement correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les meilleurs films de l'année, et si vous avez vu un film que vous avez trouvé bon et qui ne se trouve pas dans cette vidéo, dites-vous que soit je ne l'ai pas vu, soit il sera dans la vidéo des Flop Films 2024 à retrouver sur la chaîne demain, voilà. Et en attendant, vous savez quoi faire, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et moi je vous donne rendez-vous pour la vidéo des Flop Films 2024 demain, et à très vite pour parler à nouveau de cinéma, voilà. C'est une fin de tournage, coupé.
Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.